Aujourd'hui, tous ces gens, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est que ces gens vont développer des produits et à un moment ou un autre, ils vont être confrontés à des challenges techniques. Que tu sois en train de faire un jeu vidéo, une application de paiement, une application dans la DeFi ou faire une marketplace de NFT, tu auras les mêmes challenges techniques et Starton répond à ces challenges techniques. On est pertinent dès lors que tu veux lancer un vrai produit, un produit qui scale. Et nous, on va gérer tout ça pour toi. Donc on va gérer toute la complexité, l'architecture, la technologie blockchain. Tu n'as pas besoin de gérer tes nœuds, par exemple. Aujourd'hui, nous, les smart contracts qu'on propose chez Starton, ils ont tous été audités, ils sont tous 100% sécures. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, on est reparti pour un nouvel épisode. On espère que vous allez tous bien en ce début d'année 2022. Chez Daphne, on a décidé de commencer en forme olympique avec de grandes nouvelles. Et c'est donc avec Starton, plutôt avec Fabien, qu'on va démarrer cet épisode. Pour rappel, le Starton est le dernier investissement que Daphne vient d'annoncer. Et donc, on est ravis d'accueillir Fabien dans notre studio. Hello Fabien. Salut, merci Sophie. Bienvenue. Et à côté de moi, c'est toujours une petite surprise pour les auditeurs, car ce n'est jamais le même host qui m'accompagne. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de retrouver Stan. Salut Stan. Hello Sophie, salut Fabien. Il est investisseur chez Daphne. Et ce n'est pas un hasard s'il est avec moi aujourd'hui, car c'est lui qui a notamment séduit Fabien, et inversement. On va commencer avec une première question. Fabien, avant de découvrir qui tu es en tant que CEO, le business guy, si on peut dire, le cofondateur de Starton, est-ce qu'on peut parler de toi en tant que personne de manière personnelle, on va dire? D'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, ton enfance, ton adolescence? Où est-ce que tu passais tes vacances? Donc moi je suis né à Nice, j'ai grandi à côté de Cannes et après le bac je suis parti en fac d'éco-finance à Aix-en-Provence. Et depuis tout petit, aussi long que je me souvienne, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Et quand j'étais gamin et dès que je partais en voyage, ça m'arrivait souvent en fait, moi ce que je faisais, donc on se retrouvait avec mes parents qui prenaient en photo les musées, enfin les statues, etc. Et moi, ce que je faisais, c'est je prenais en photo en fait les affaires. Dès que je voyais une affaire que je trouvais sympa, un restaurant, un bar ou des concepts un peu cool, je les prenais en photo. Et à chaque fois qu'on revenait de vacances et qu'on regardait mes photos, on se retrouvait avec que des photos d'affaires au lieu de trouver des photos de trucs sympas. Mais du coup, voilà, depuis très, très jeune, j'ai toujours voulu entreprendre et chaque matin, c'est un peu ma motivation et je me dis comment on va changer le monde et tout casser, quoi. Tu peux nous parler de ton parcours un peu plus académique? Ok, et bien j'ai fait un bac ES et donc après mon bac, j'ai eu la chance de partir à Aix-en-Provence, qui est une ville étudiante assez cool, et j'ai étudié l'économie et la finance. Et il y avait pas mal de cours que j'aimais beaucoup, donc ce qui était macroéconomie, analyse monétaire et financière, mais finalement, à la fac, c'est beaucoup de théorie. Et j'étais là à me demander, mais bon sang, mais à quoi ça va me servir? Quand est-ce qu'on va arriver à un truc concret? Comment est-ce que je vais faire pour lancer un business? Et finalement, un jour, je suis sur le canapé, et puis je suis en train de lire le journal, et là, je tombe sur un article de l'école 42. Donc une école qui va ouvrir et puis je me décide finalement de m'inscrire et de faire les tests en ligne et puis je me retrouve quelques mois après, donc la première promo en 2013. Et ce qui est assez marrant, c'est que la fac, il y avait beaucoup de cours que j'aimais beaucoup. Et j'ai quand même fait une licence, mais je me trimballe encore aujourd'hui avec certains livres de l'université, où je m'étais promis vraiment de me replonger dedans, et chose que j'ai pas encore fait, parce que finalement, j'ai pas eu le temps, mais je me trimballe encore avec des bouquins que j'avais à l'époque. Et puis, fur et à mesure, plus le temps passe, et puis aujourd'hui, je me rends compte que finalement, certaines choses que j'ai apprises à la fac me servent aujourd'hui. Mais il s'est écoulé quand même plus de 10 ans avant que je me rende compte vraiment de la pertinence de ce que je faisais à l'époque. Mais c'est surtout le numérique qui m'a complètement chamboulé et découvrir en fait ce monde assez incroyable où
où en fait, sans argent, avec un ordinateur, une connexion Wi-Fi, quelques lignes de code, tu es capable de lancer une entreprise, lancer un produit. Et là, ça a été assez incroyable pour moi. Et quand j'ai plongé dans ce monde numérique, j'en suis jamais sorti et j'étais comme un dingue. Et je faisais tous les week-ends des hackathons. J'allais dans toutes les conférences à Paris, au Nouma et autres lieux pour les startups. Et ça a vraiment changé ma vie littéralement. Et aujourd'hui, j'invite en fait tous les jeunes à se mettre à la programmation parce que tu as un pouvoir, un vrai pouvoir, et tu peux créer aujourd'hui un produit pour le monde entier avec très peu d'argent. Mais t'étais hyper risk-taker déjà à l'époque, puisque première promo de l'école 42, c'était quand même le truc un peu improbable, qui ressemblait à une bonne idée, mais il n'y avait pas trop de certitude à l'époque. Exactement. Mais je pense que si on veut être entrepreneur, il faut savoir prendre des risques. Parce que si on réfléchit trop et qu'on attend le bon moment, ça n'arrive jamais. Donc aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, c'est prendre des risques. On va se faire engueuler par Sophie, désolé, mais tu... Pardon, je vais arrêter de taper sur la table. Ça fait vivre. Ok, je me rends pas compte parce que moi je donne des grands coups ici. On m'a demandé de faire un discours vivant. T'es énervé, Fabien, t'es pas content d'être là. Je suis très content de vous avoir. Très content. Peut-être qu'on peut plonger directement dans le sujet, parce que les auditeurs ne savent toujours pas de quoi on va parler. Tu peux nous présenter en 2 mots Mystère. Pourquoi tu es là? Alors, je suis là pour vous présenter Starton. Donc, Starton, c'est une solution pour les développeurs qui leur permet de développer des produits et des services sur le Web3. Mais notre valeur ajoutée, c'est qu'aujourd'hui, si tu es développeur et que tu n'as pas cette expertise sur la blockchain, sur les smart contracts, eh bien, tu peux développer des super produits avec notre solution. Donc, on a aujourd'hui une API et plusieurs services. Voilà, donc on a un service. Aujourd'hui, notre ambition est d'être vraiment un leader sur le secteur, comme Stripe aujourd'hui, qui est la référence dès lors que vous voulez intégrer du paiement sur votre application, ou comme Twilio, qui est la référence dès lors que vous voulez envoyer des SMS par exemple depuis votre application. Eh bien, l'objectif de Starton, c'est être la référence dès lors que vous voulez développer un produit sur le Web3, sur la blockchain. Stan, tu veux compléter? Et du coup, c'est pour les profanes comme moi, si on veut faire quelques comparaisons. Donc, par exemple, si je suis mon petit gazon et que j'ai envie de devenir Sorare, la meilleure solution aujourd'hui, c'est de passer par un Starton, quoi. Complètement. Et voilà, et c'est vraiment notre force. Aujourd'hui, tu es capable de transformer un produit, n'importe quelle application, l'application Web3. Et c'est ça qu'on propose. Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de produits comme ça? Parce que ça reste souvent un peu abstrait aujourd'hui. On a l'impression qu'on peut faire tellement de choses qu'on a du mal à imaginer finalement chacun des use cases, quoi. Bien sûr. Déjà, une première chose, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une énorme trend. On parle de plein de choses, mais il y a toujours une grosse différence entre la trend et l'adoption. En ce moment, le Web3 est au cœur de l'actualité, mais les use cases, les vrais use cases viendront plus tard. Aujourd'hui, on est vraiment au balbutiement de cette technologie, on est au tout début, et j'adore quand on compare justement le Web3 à la naissance d'Internet, parce que c'est le cas. Pour ce qui est des use cases, aujourd'hui, nous, on a des clients qui développent des jeux vidéo, donc des métaverses, qui développent des systèmes de paiement innovants, qui veulent s'affranchir justement des institutions financières, donc en développant leur système de paiement sur la blockchain avec des cryptos. On a des applications aussi forcément dans l'art et la culture avec le NFT. On a des applications sur la DeFi, donc cette nouvelle finance qui est 100% numérique, donc sans institution financière. Aujourd'hui, tous ces gens, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est que ces gens vont développer des produits et à un moment ou un autre, ils vont être confrontés à des challenges techniques. Que tu sois en train de faire un jeu vidéo, une application de paiement, une application dans la DeFi ou faire une marketplace de NFT, tu auras les mêmes challenges techniques et Starton répond à ces challenges techniques. Et nous, un des trucs qui nous a marqué pendant la due date, c'est quand on appelle les gens, il y a des gens qui arrivent à bricoler des trucs et qui arrivent à faire un espèce de POC ou un espèce de truc qui marche en Web3. Mais en fait, ils comprennent assez vite qu'en termes de maintenance et en termes d'évolutivité, c'est un cauchemar. Tu peux nous expliquer un peu le pain? Alors, ce qui est assez drôle, c'est que nous, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui nous contactent. Et quand ils nous contactent la première fois, ils sont là, oui, mais oh là là, on va se débrouiller. On va se débrouiller, on n'a pas besoin de vous.
Et finalement, qu'est-ce qui se passe dans la majorité des cas? Ces gens nous rappellent quelques mois après, parce que finalement, d'un côté, ils n'ont pas trouvé les talents pour développer leurs produits, parce que c'est déjà compliqué de trouver de bons développeurs. Alors on imagine un peu des développeurs sur la blockchain et les smart contracts. Et ensuite, quand ils sortent finalement leurs produits en production, c'est là qu'il y a tous les problèmes. C'est là qu'il y a tous les problèmes et c'est là que l'infrastructure ne suit plus et que l'application pète. Et donc nous, Starton, on répond à ces besoins. Donc on répond aujourd'hui, on est pertinent dès lors que tu veux lancer un vrai produit, un produit qui scale. Et nous, on va gérer tout ça pour toi. Donc on va gérer toute la complexité, l'architecture, la technologie blockchain. Tu n'as pas besoin de gérer tes nœuds, par exemple. On va aussi te permettre de scaler parce que c'est très sympa de déployer un smart contract et de faire quelques transactions. Mais qu'en est-il si demain tu veux développer un jeu vidéo qui va faire des centaines de milliers de transactions? Qu'en est-il si tu veux créer un système de paiement? Et c'est là où on devient vraiment pertinent. Et puis il y a un autre sujet aujourd'hui chez Starton, c'est qu'on développe une des plus grosses librairies de smart contracts. Et les smart contracts, c'est quoi? Eh bien, ce sont ces programmes que tu déploies dans la blockchain, mais ces programmes sont permanents. Une fois déployés, tu ne peux plus les modifier. Et pareil, donc aujourd'hui, nous, les smart contracts qu'on propose chez Starton, ils ont tous été audités, ils sont tous 100% secure. Donc tu n'auras aucun problème. Et malheureusement, certaines personnes déploient des smart contracts, mais c'est qu'une fois que leur activité fonctionne, qu'ils se rendent compte qu'il y avait une faille. Et du coup, c'est très compliqué. Ils doivent faire une migration absolument terrible. Et tu connais bien, parce que là on a attaqué directement dans le sujet, Sophie va faire les gros yeux, mais si on revient du coup un peu au début de Starton, tu connais bien le pain parce que c'est comme ça que tu es arrivé sur Starton. Exactement. Donc Starton, initialement, on l'a lancé en 2020, et donc on avait chacun une activité avec mon associé, et en fait nous on est tombé très très tôt dans les crypto-monnaies. C'est en 2013, donc mon associé Cédric m'a mis dans les crypto-monnaies qui lui minait du Bitcoin. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il avait à l'époque brûlé son salon en minant du Bitcoin et toutes les cartes graphiques. Et du coup, et c'est d'où l'importance du timing, parce qu'on est rentré trop tôt. Trop tôt. Vous êtes les seuls mecs qui jouent avec des crypto-monnaies. Je pense qu'on a laissé passer quelques millions certainement sur des disques durs ou des vieux PC. D'où l'importance du timing. Et finalement, au fur et à mesure du temps, le marché a commencé à se rationaliser, la technologie à se développer, parce qu'initialement, on avait le Bitcoin. Mais bon, le Bitcoin, c'est quoi? C'est juste une forme de cash virtuel qu'on peut s'envoyer en peer-to-peer. Ensuite, on a commencé à avoir des trucs un peu plus sympas avec Ethereum, qui a introduit cette notion de smart contract, sur laquelle on a pu développer de vraies applications. Et donc, on réfléchissait à lancer un produit. Donc, on est début 2020, et à l'époque, on parlait énormément, et c'est encore le cas aujourd'hui, de la DeFi. Donc cette finance décentralisée, comme je disais un peu plus tôt, nativement numérique, qui s'affranchit des tiers. Mais le problème de la DeFi, c'est qu'aujourd'hui, elle fonctionne uniquement avec les crypto-monnaies. On s'est dit, et si on arrivait en fait à apporter en fait sur cette DeFi, sur ces protocoles de finance décentralisée, des actifs du monde réel. Genre ici, donc ça s'appelle la tokenisation, qui est un peu ce processus. Donc la tokenisation, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que la titrisation. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un actif du monde réel qu'on va transformer en actif numérique, donc en token. Et donc on s'était dit, voilà, le futur il est là. Aujourd'hui, quand tu vas faire un prêt de manière décentralisée, tu vas mettre en collatéral de la crypto. Mais demain, on s'est dit, demain, ce sera ta maison que tu vas mettre en collatéral, mais en tout cas une forme numérique de ta maison, ou d'autres titres financiers. Et donc, on s'est mis à développer une solution. Nous, initialement, on voulait rester un tech provider. Il y avait énormément de barrières à l'entrée côté réglementaire, et on s'est dit, nous, on va être le tech provider, et on va offrir la solution à ces entreprises qui ont envie de se positionner sur ce marché naissant et innovant. Et donc, on proposait une solution en white label. Et un jour, il y a eu des clients qui sont lancés en production. Il a fallu scaler, gérer pas mal de transactions. Et là, on a eu de gros soucis. On a eu d'énormes problèmes. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui a suivi. Et donc là, on s'est regardé, on s'est dit, là, ça va pas. On a un gros problème parce qu'on n'avait pas anticipé tous ces problèmes. Parce qu'il faut savoir que développer sur la blockchain, c'est clairement un changement de paradigme. Donc tout ce que tu connaissais de la manière de développer des applications web ou mobiles avant, change radicalement sur la blockchain. Et bien sûr, il faut aussi apprendre de nouveaux langages de programmation, de nouveaux outils. Et c'est là aussi la plus-value de Starton. Quand vous utilisez Starton, vous n'avez besoin que de Starton. Et donc,
Bref, tout pète quand ça part en prod et là on se dit bon bah là ça va pas, il faut repartir de zéro. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de zéro et qu'on a redéveloppé toute l'infrastructure et les services qu'on avait besoin pour développer un meilleur produit plus rapidement et qui scale encore mieux. Et finalement, en même temps où on faisait ça, on se retrouvait avec des entreprises qui nous contactaient pour des sujets qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qu'on faisait initialement, et des développeurs aussi de notre entourage. Et là, on s'est dit, en fin de compte, le produit, il est là. Notre produit, c'est un produit API-driven qu'on va proposer aux développeurs, parce que tous vont être confrontés à ces challenges techniques. Et donc, c'est un produit qu'on a sorti l'été dernier, et depuis, on est très contents. Ça a été un pivot réussi, mais c'est que le début de l'aventure. Donc ça, c'est tout ce qui s'est passé en 2020, début 2021. C'est ça. Jusqu'à cet été. Jusqu'à l'été dernier. L'été dernier, pardon. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, vous êtes une quinzaine. Alors, aujourd'hui, on est 8, mais on cherche à recruter entre 15 et 20 personnes. Attention, Sophie. C'est ma faute, mais à coup pas. Non, et justement, c'est un besoin qu'on a. Aujourd'hui, on cherche beaucoup de monde. Et on est principalement tech dans la team et on a besoin de beaucoup de profils. Donc j'invite d'ailleurs à tous ceux qui cherchent une nouvelle aventure dans le Web3 de nous contacter. Et qu'est-ce que tes parents ils pensent du Web3 ? Est-ce qu'ils comprennent ce que tu fais ? Il aura fallu beaucoup de temps pour comprendre. Beaucoup de temps. Mais finalement, à force d'explications, de comparaisons, ils arrivent à comprendre. Mais bon, ça reste quand même très abstrait. Ouais. Et voilà, c'est pas vraiment cette génération. Mais ils commencent à comprendre. Et surtout, ils comprennent les enjeux. Ils voient le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et dès que tu fais quelque chose sur Internet, est forcément lié déjà à une entreprise américaine, à un monopole. Ils se rendent compte aussi des problèmes liés en fait aux banques, aux institutions. Donc, ils comprennent les enjeux de cette technologie. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on a les avis un peu réactionnaires sur le Web3, c'est souvent un peu les mêmes, c'est est-ce que ça finance pas le terrorisme, est-ce que c'est pas de la spéculation ? Et c'est quand même super intéressant de revenir aux fondamentaux de tout ça, qui sont de dire ok, il y a des monopoles, les GAFA, comment on fait pour rééquilibrer la valeur entre les utilisateurs, les actionnaires et finalement les entrepreneurs et les employés quoi. Complètement. Mais ce qu'il faut rappeler surtout, c'est quand même aux prémices de la technologie, enfin le Bitcoin, ça a fait quoi ? Ça a cassé le monopole de l'émission monétaire, un truc qui n'était jamais arrivé. Jusqu'à maintenant, c'était les banques centrales qui émettaient la monnaie. Aujourd'hui, le Bitcoin a créé une vraie révolution et si demain, vous voulez utiliser cette unité de compte, vous le pouvez parce que ça fonctionne sur un réseau ultra sécurisé, sans possible d'être justement hacké, falsifié. Donc, rien que là, donc c'est quand je dis que c'est une technologie qui a le pouvoir de transformer notre société, c'est vrai. Et on l'a vu, la première industrie que ça a quand même transformée, c'est l'industrie financière. Et on n'est qu'au début. Donc imaginez, aujourd'hui, on parle des NFT, mais les NFT, c'est quoi ? C'est la transformation du monde de l'art. Par exemple, là, aujourd'hui, c'est le gaming, mais c'est que le début. Vous pouvez toucher tous les secteurs ? Quelles sont les entreprises qui font appel à vous, par exemple ? Pour l'instant, on a une stratégie qui est assez horizontale, parce qu'on sait que le marché quand même est au début. On est vraiment au début et dans la chaîne. Donc forcément, on tape plusieurs secteurs. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'appétence dans le jeu vidéo, la DeFi, crypto-monnaie et paiement. Mais on se retrouve avec beaucoup d'entreprises aussi dans le secteur plus culturel, art. Mais aujourd'hui, on est encore horizontal. Et quand on aura suffisamment de recul et suffisamment d'utilisateurs, peut-être qu'on regardera et puis on dira 80% de nos utilisateurs sont dans le gaming. Donc là, ça aura complètement du sens d'attaquer cette verticale. Aujourd'hui, on a des clients assez hétérogènes. On a des très grands groupes cotés en bourse qui nous utilisent, comme des startups qui sont en train de se lancer dans le Web3 ou des startups dans le Web3. Aussi un truc intéressant, on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi dans le Web 2 et qui aujourd'hui ont envie de se lancer dans le Web 3 et nous contactent. Et à côté de ça, on a aussi des développeurs qui sont dans leur chambre, ce qu'on appelle des indie développeurs, dans leur chambre en train de développer un projet, utilisent Starton. Donc aujourd'hui, en tout cas, l'utilisateur final de Starton sera toujours un développeur, quelle que soit l'entreprise. Peut-être qu'on peut passer au projet pour 2022 ? Attends, peut-être.
Parce que finalement, tu viens ici quand même parce que tu fais une belle annonce aujourd'hui. Et moi, je voudrais revenir un petit peu dessus parce que tu as une des plus belles captables qu'on ait vues dernièrement et encore plus dans le Web3. Donc aujourd'hui, vous avez lancé une levée de 3,8 millions d'euros à laquelle Daphni a la chance de participer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la levée, qui s'engage et ce que vous voulez faire de cet argent ? Ok. Aujourd'hui, il y a clairement un momentum important. Hein. C'est aujourd'hui qu'on va construire, je pense, ces entreprises qui seront potentiellement les Apple, Google du Web3. Donc aujourd'hui, on doit aller très très vite parce que le marché évolue vite. Et encore plus dans le Web3, hein. Il y a même pas un an, on parlait pas trop de NFT. Aujourd'hui, c'est le sujet. Avant ça, c'était la DeFi. Enfin, en un an, il s'est passé énormément de choses. Donc forcément, on doit aller très très vite. Pour aller très très vite, on a besoin de ressources. Et c'est pour ça qu'on a levé des fonds. Et ces ressources, elles vont être utilisées à quoi ? En capital humain. Parce qu'on a besoin de personnes pour nous aider, pour construire, pour grossir. Mais il y a aussi plusieurs chantiers chez Starton donc, cette année. Donc c'est, je l'ai dit, le recrutement. C'est aussi forcément améliorer notre produit, améliorer nos services. Parce que voilà, on est encore au début et il y a énormément de choses à faire. Et le troisième, c'est l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, donc je parlais de 42 un peu plus tôt, mais c'est quand même incroyable parce qu'ils n'ont pas de sujet blockchain chez 42. Mais c'est le cas de toutes les écoles. Donc aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est justement, donc on va dans des écoles d'ingénieurs, on fait des workshops, là on va multiplier les hackathons, on va créer des événements justement pour les développeurs, parce qu'aujourd'hui, il faut évangéliser, il faut parler aux gens de cette technologie, il faut qu'ils s'y mettent très très tôt. Tu sais que j'ai déjeuné avec quelqu'un que je ne nommerai pas, mais d'une institution il n'y a pas longtemps, et il me disait, mais Fabien, c'est une bénédiction pour moi, parce que le travail qu'il est en train de faire sur l'évangélisation en France de tous ces sujets-là, c'est clé. Et moi, ça fait un peu le lien avec, tu vois, aujourd'hui, où est-ce qu'en est le Web3 en France ? Et tu vois, on va remettre des frontières sur un truc qui n'en a pas, mais tu vois, si tu compares par rapport, tu parlais de la Chine tout à l'heure, par rapport aux États-Unis où il se passe énormément de trucs. Enfin, c'est quoi toi ton bilan du Web3 en France et l'élection présidentielle approche, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, alors pour la deuxième question, je répondrai pas parce que je suis complètement apolitique et ça ne m'intéresse pas du tout. En revanche, pour le reste, je pense qu'on est bien positionné en France et pour la première fois, justement, on a cette chance de pouvoir leader en fait dans la technologie et puis on le voit, on a des super entreprises dont Ledger, dont Sorare qui sont connues, dont Paraswap aussi qui est une super boîte dans la DeFi et qui sont connues mondialement. Donc non, je trouve qu'on est bien parti dans cette course. Très bien parti et c'est d'autant plus pour cette raison qu'il faut qu'on accélère sur l'évangélisation pour l'éducation parce qu'il y a encore très peu de gens qui sont dedans. Et tu parles de Ledger et c'est un écosystème, c'est hyper fort justement de voir cet écosystème qui est en train de naître en France et du coup c'est pour ça que je crois que les fondateurs de Ledger notamment sont rentrés dans cette levée et vous soutiennent et vous avez un certain nombre de membres qui sont finalement assez importants dans cette communauté qui vous soutiennent et qui vous reconnaissent comme un des gros acteurs, quoi. Bien sûr. Non, on est très connus, très contents, pardon. Et en fait, ce qui est assez formidable, c'est qu'on a réussi à la fois à rallier les meilleurs entrepreneurs du Web 2, mais aussi des super entrepreneurs du Web 3. Et parce qu'aujourd'hui, certes, on est dans le Web 3, mais on a quand même, nous aujourd'hui, on est un bridge startup. Pour le moment, on est un bridge Web 2, Web 3. Et on a besoin quand même de cette expertise sur monter un business traditionnel avec un focus développeur, parce que je me compare beaucoup à des Stripe et Twilio. Donc on a besoin de cette expertise-là. Et à côté de ça, bien évidemment, on est dans le Web 3, donc on a besoin aussi de cette expertise sur ce marché. Et donc on a des entrepreneurs qui ont vraiment réussi dans le Web 3. Et in fine, il nous faut aussi une aide un petit peu sur l'opérationnel. Et c'est pour ça aussi qu'on a des gens absolument extraordinaires chez Daphni, par exemple, pour nous aider sur pas mal de sujets. Merci. Et donc tu parlais d'accélération, c'est quoi à court terme et long terme les projets là pour Starton ? Là, la priorité aujourd'hui, je l'ai dit, c'est le recrutement, bien évidemment, et c'est notre produit. Donc là, c'est vraiment les focus qu'on a actuellement. Donc moi, je passe beaucoup de temps dans le recrutement et aussi, c'est une course. On doit aller très très vite. Et donc notre produit aujourd'hui, on connaît la plus-value de notre produit, mais c'est encore un produit qui est méconnu.
Nous, on connaît, on en parle, mais voilà, il faut absolument qu'aux États-Unis, on soit un acteur majeur de l'écosystème. Il faut qu'on aille en Inde aussi, par exemple. Donc aujourd'hui, voilà, le focus est sur le recrutement, sur améliorer notre produit. Et ce qui est aussi important que notre produit, c'est notre documentation. Notre documentation et les ressources qu'on va créer. Parce qu'aujourd'hui, on vise des développeurs. Et donc, à l'époque, pour reparler encore de Stripe, quand tu vas sur Stripe et que tu es un développeur, tu tombes amoureux de la documentation. La documentation est magnifique. Quand tu cherches, quand tu vas sur Google et que tu dis comment j'envoie un SMS de mon app, tu tombes sur un tutoriel de Twilio. Donc ça fait partie de nos priorités. Donc, créer le meilleur contenu, la meilleure documentation. Et ça revient un petit peu à ce que je disais aussi sur l'éducation. Et là, vous recrutez pas mal en ce moment. Pour tous les gens donc, qui ont envie de passer là, côté Web3, c'est quoi les valeurs de... Qu'ils m'appellent. Qu'ils t'appellent. Et c'est quoi les valeurs de Startan aujourd'hui, justement? Les valeurs... Nous, chez Startan, ce qu'on fait, on le fait pour plusieurs raisons. Mais la plus importante, c'est qu'on est passionné. En fait, on est tous passionnés par la blockchain, on est passionnés par les crypto-monnaies, passionnés par le Web3 en général et toutes les technologies qui gravitent autour. Parce qu'on parle de blockchain, on parle de crypto, mais c'est très peu de choses encore. Finalement, le Web3, plus généralement, on est en train de réinventer tous les protocoles qui ont créé le web, qui ont fait Internet. Il y a énormément de choses. Donc aujourd'hui, on est des passionnés. Ensuite, on a un peu, jusqu'à maintenant, donc avant de venir à Paris, eh bien, on vivait tous ensemble, donc en équipe. On a été à la montagne. Ensuite, on a été dans le sud de la France. Donc on est très, très cet esprit hacker house. Et c'est aussi ce qu'on a beaucoup gardé de 42 et ce qu'on fait assez souvent, c'est interteam, on se fait des mini-hackathons. Mini-hackathons, c'est une manière aussi de tester le produit, mais c'est crucial. Aujourd'hui, n'importe quelle personne, et d'ailleurs c'est ce que je fais passer en entretien aujourd'hui, même s'il n'est pas développeur, il doit être capable de faire quelque chose avec Startan. Même si c'est juste déployer un simple smart contract, mais aujourd'hui, tout le monde doit être capable de faire quelque chose avec notre produit, tech ou pas tech. Eh bien, je peux témoigner. Dont toi, Stan. J'ai essayé de faire des smart contracts sur le site de Startan. Il suffit de s'inscrire et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et on a aussi un plugin Zapier aussi qui vous permet de faire des trucs assez cool avec Zapier, du coup même sans code. Eh bien, écoute, c'est noté. Et Stan, tu parlais de la levée tout à l'heure. Peut-être que tu peux nous dire pourquoi du côté de Daphne, pourquoi Startan? Oui, mais nous, on partage complètement la vision de Fabien. On est persuadé qu'on est au tout début de tout ça. Tout à l'heure, Fabien, tu nous disais qu'il y a 18 000 développeurs Web3 aujourd'hui. C'est ça. Il y a un trimestre, il y avait, je crois, 500 000 personnes qui avaient acheté des NFT. Alors, ça a dû exploser aujourd'hui, mais on a l'impression qu'on est au début de tout ça. Et aujourd'hui, quand on va voir les entrepreneurs qui veulent passer au Web3, il n'y a pas de développeurs. Ils ne savent pas comment faire. Les technos, elles bougent tout le temps. Et d'avoir un acteur comme Startan qui permet pour un MPG de se concentrer sur le foot et de créer un Sorare, pour nous, ça a énormément de sens. Et on est persuadé que non seulement ça va être une super boîte, mais qu'en plus, ils vont permettre à plein de super boîtes de se créer. Et ensuite, on a rencontré Cédric et Fabien, et puis on a eu un super fit sur la manière de faire les choses. Et on a vraiment, vraiment eu envie d'y aller. Mais justement, tu fais bien de souligner la difficulté de s'y mettre. Et c'est pour ça aussi l'avantage de notre solution. Aujourd'hui, le temps que tu vas perdre à gérer ton infrastructure, c'est le temps que tu ne mettras pas sur ton produit. Donc c'est aussi ce qu'on permet aux entreprises qui nous utilisent. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à 18 000 développeurs, nous vraiment aujourd'hui, la question à laquelle on essaye de répondre, c'est comment on va onboarder le prochain million de développeurs sur le Web3. Et c'est ça notre objectif. On peut aller aux questions de la fin? Allez. Vas-y Stan. Fabien, comment tu déconnectes? Alors là, c'est compliqué en ce moment. C'est très compliqué. Je vais botter en touche parce que je n'ai pas la solution pour le moment. Pour l'instant, je n'arrive pas à déconnecter. Vraiment, j'ai beaucoup de mal. Peut-être qu'il faut que je parte à la montagne, que je range mon téléphone, mais pour l'instant, je n'ai pas de solution. Quel est l'entrepreneur avec qui tu rêves de prendre un café? Xavier Niel. Xavier Niel parce que on a fait 42, ensuite on était à Station F.
Et finalement, on a eu de la chance de le rencontrer pendant qu'on était étudiant, parce qu'il venait de temps en temps le soir, mais j'ai jamais eu cette opportunité de m'asseoir avec lui et pouvoir vraiment échanger. On souligne quand même que Xavier Niel est investisseur dans Starten aujourd'hui et fait confiance à Starten. Moi, j'ai pu te voir à l'œuvre pendant un hackathon et je pense que tu en as fait pas mal. Quelle est la pire chose qui se soit passée pendant un hackathon ? La pire chose qui soit passée, tu veux dire un hackathon Starten ou des hackathons qu'on... Un hackathon en règle générale, quel a été le pire moment pendant un hackathon ? Le pire moment pendant un hackathon, écoute, pour l'instant je touche du bois parce qu'il n'y a rien eu de terrible, à part peut-être il a fallu qu'on s'organise petit à petit, parce que bon, organiser un événement... c'était pas vraiment ce qu'on faisait, puis voilà, c'est aussi un challenge. Le challenge aussi, c'est transmettre cet amour pour ces technologies. Donc là aussi, parce que bon, on peut expliquer la blockchain de 1000 manières, mais réussir aussi à séduire les étudiants et leur donner l'envie aussi de se lancer, c'est une difficulté. Et pour l'instant, on est assez content. C'est sympa. Ah oui, peut-être si. La pire chose qui peut arriver à un hackathon, c'est qu'il n'y ait plus de café, ça c'est clair. Ça va, s'il y a que ça va. Petite dernière question, est-ce que c'était mieux avant ? Est-ce que c'était mieux avant ? Bah non, c'est chaque jour c'est meilleur encore. Chaque jour c'est meilleur. C'était la réponse qu'on voulait. C'est ça qu'on veut entendre. Dernière, pas dernière. Il y a une question horrible qu'on a quand un entretien se passe bien chez Daphné. Horrible. On a la pire question qu'on pose, c'est quelle est la conviction que tu as et qui est partagée par très peu de gens dans le monde ? Et tu peux remercier Stan pour cette question. C'est une super question. La conviction que j'ai que personne... alors c'est une très bonne question, mais que personne n'a. En tout cas, je dirais que c'est clair que en fait, tous les logiciels, toutes les applications migreront sur le Web3 et toutes les entreprises qui vont faire du business sur Internet ou font du business sur Internet passeront sur le Web3, à un moment ou à un autre. Eh bien, on est content d'avoir investi du coup. Ouais. Merci beaucoup d'être venu, Fabien, dans nos locaux. Merci Stan pour ces 30 minutes partagées. On remercie aussi nos auditeurs de nous écouter. On les invite à liker, partager, commenter. Merci de m'avoir reçu. Et à ne pas hésiter à appeler Fabien si vous cherchez un travail dans le Web3. Exactement. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci. Salut.